Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gecina, première foncière de bureaux en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Marie-Noëlle Lienemann. Première partie, la fille de résistant, engagée politiquement. Marie-Noëlle Lienemann, vous avez été la première femme ministre du Logement sous la Ve République et même vous avez été, à ma connaissance, la seule à être 2 fois titulaire de ce portefeuille en 1992, 1993 et 2001-2002. Mais comme vous l'écrivez dans un de vos ouvrages, vous êtes resté accro au logement, je vous cite, et vous êtes depuis 2003 présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM. Et vous êtes aujourd'hui, bien sûr, sénatrice de Paris. Mais je vous propose de commencer par le commencement, avant ces portefeuilles ministériels. La vie commence pour vous à Belfort. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de Belfort ? D'abord, c'est une terre de gens résistants. D'autant plus que je suis d'une famille, notamment du côté de ma maman, qui sont des gens qui étaient très engagés dans la résistance. Ma grand-mère a été déportée à Ravensbrück et mon oncle à Auschwitz pour fait de résistance. Fort heureusement, ils en sont rentrés. C'était aussi des gens très engagés à gauche du côté de ma famille maternelle et socialiste. Et du côté de mon papa, ils étaient engagés à droite. Mais très engagés tous les deux. Et mon grand-père Lienemann était entrepreneur du bâtiment, ce qui n'est pas neutre dans le souci que j'ai de cette filière. Et j'avais un point commun entre tous mes grands-parents et ma famille. C'était un grand attachement à la liberté de choix de chacun et un amour sans réserve de la République et de la France. Donc ça vous crée une ambiance quand vous êtes enfant qui fait que vous vous sentez obligé, entre guillemets, de vous engager. Et donc, quand je quitte Belfort, j'arrive à Massy, qui est vivre dans un grand ensemble. Là aussi, ça impactera ma manière de voir la question du logement. Et je m'engage assez tôt dans la vie associative, dans le scoutisme, dans la vie politique, ce qui viendra plus tard. Je suis en mai 68 militante active dans mon lycée, mais je vais m'engager au Parti socialiste une fois que j'entrerai à l'École normale supérieure d'enseignement technique en 1971 pour rénover le Parti socialiste. Alors, avant de parler du Parti socialiste, pourquoi ce choix de l'enseignement ? Puisque quand on fait l'ENSET à l'époque, maintenant ça s'appelle l'École normale supérieure Paris-Saclay, mais c'est quand même pour enseigner. Oui, parce qu'il y avait une tradition. En fait, pour moi, la politique n'était pas conçue comme une carrière. Pour moi, je souhaitais être enseignante. Pourquoi ? Alors d'abord, j'avais une grand-tante qui a beaucoup compté pour moi, qui était institutrice, directrice d'école, qui avait refusé de soutenir Pétain et avait donc été licenciée à ce moment-là. Et pour moi, la République, c'est d'abord l'école publique. Et c'est vrai que l'école publique m'a beaucoup apporté. J'allais dire l'essentiel, avec bien sûr la transmission des valeurs familiales. Et je me voyais bien continuer cette œuvre pour faire vivre la République dans les jeunes générations. Par ailleurs, je suis une fanatique de la science. Je crois à la science, à la raison. Et au progrès. Et je pense que le progrès scientifique doit être orienté par la démocratie, par des choix humanistes et maintenant écologistes. Donc j'ai fait de la mécanique quantique et je me voyais plutôt faire de la recherche et de l'enseignement et faire de la politique en parallèle. Mais j'ai été rattrapée par le goût des responsabilités dans l'action publique. Oui, parce que vous êtes professeur quelques années tout de même, à la sortie donc de l'ENSET. Vous êtes professeur de physique. Physique-chimie, oui. Physique-chimie, oui, c'est ça. Puis dans un IUFM. Alors, je suis de physique-chimie je choisis d'être dans un collège parce que je suis déjà conseillère générale mais adjoint. Donc, c'était difficile de prendre des classes terminales et autres avec quand même des risques d'absence. Et je deviens député européen dans les années 84, 85. J'ai 84 sur ma fiche. Voilà, ça doit être ça. Mais vous savez, j'ai pas tout. Et en devenant député européen, je quitte donc l'enseignement. Je le retrouverai quand j'aurai quitté mon mandat de ministre en 93, où là, je n'ai plus de mandat à part celui d'être maire d'Athis-Mons. Et donc là, je reprends l'enseignement et le François Bayrou, qui est à l'époque ministre de l'Éducation, me suggère de plutôt aller dans un IUFM
car ayant été député européen, je connaissais bien les programmes Erasmus et tous ces échanges, et il estimait que je pouvais être utile à cela. C'est ce que j'ai fait à l'IUFM de Versailles. Et donc, très tôt, parce que dès 1971, si ma fiche est exacte, oui. vous vous engagez au Parti socialiste, oui. et vous êtes là aussi très tôt, puisque vous devenez secrétaire national des étudiants socialistes. Donc, l'engagement, je comprends bien, il y a l'idée quand même d'une tradition familiale, l'idée de... Mais oui, alors, paradoxalement, pourquoi aller plus loin, paradoxalement, dans ma famille, c'est justement, je trouvais que la magouille politique que je voyais quand même, qu'avait dérivé la SFIO, était très loin de mes ambitions. Et comme je vous le disais, en mai 68, moi, je voulais rénover la gauche. J'étais plutôt proche, peut-être, du PSU. Oui. Mais j'ai toujours cru au grand parti. J'ai toujours cru aux élections. J'ai jamais été gauchiste de ce point de vue. J'ai toujours cru au suffrage universel, aux élections, au parti, comme on disait, de masse, c'est-à-dire bien représenté dans l'ensemble de la société. Et qui espère gouverner. Donc, de ce point de vue, mon engagement au PS, il se fait dans cette colère de voir qu'après mai 68, qui créait beaucoup d'enthousiasme, la gauche est battue à plat de couture, même si Monsieur Duclos avait fait un bon score, mais la SFIO complètement laminée, Michel Rocard pas grand-chose. Donc je me dis non, ça peut pas durer. Si on veut changer la société, il faut que la gauche puisse accéder au pouvoir. Et j'étais pas très tentée d'aller au PS, mais je rencontre des jeunes qui étaient ce qu'on appelle le CRS de Jean-Pierre Chevènement et qui m'expliquent, Marie-Noëlle, on va rénover le PS, on va faire l'union de la gauche, on va trouver un projet, un programme qui sera plus ambitieux et rejoins-nous. Alors j'ai un peu hésité et puis ils m'ont convaincue et voilà. Et donc, là aussi, assez rapidement, vous avez des mandats électoraux. Vous commencez par celui de conseiller général, on disait à l'époque. Non, maire adjoint d'abord. Ah oui, vous êtes d'abord maire adjoint aux affaires scolaires. Oui, en général, les femmes, on les met soit aux affaires scolaires à l'époque. Moi, je vais vous dire, je n'aime pas ça, qu'on dise que c'est un truc pour les femmes. Mais à l'époque, aujourd'hui, j'espère mais même, pour moi, c'était un choix. Et je considère qu'on est souvent plus effectivement actif en étant aux affaires scolaires que maire adjoint aux finances. Parce que maire adjoint aux finances, en fait, c'est le maire qu'arbitre. Oui. Tout ça est une apparence du pouvoir. Oui. Le vrai pouvoir dans une municipalité, c'est d'une part quand vous avez des sujets qui touchent les gens et que vous pouvez agir dessus. L'école dans une mairie, c'est important. Et puis quand vous pouvez avoir un soutien populaire, c'est-à-dire des gens qui, quand vous avez un projet, le soutiennent et fait que le maire peut pas vous dire les rigueurs budgétaires, les difficultés, les machins. Moi, j'ai trouvé ça. Donc ça vous a beaucoup intéressé. Ça non seulement intéressé, mais je combats l'idée que ces postes seraient moins importants que d'autres qui, en réalité, possèdent moins de pouvoir et moins de pouvoir d'action. Et donc, si j'ose dire, le cursus honorum, je sais pas comment on disait autrefois, mais enfin, il y a quand même une idée un peu de ce type-là. C'est-à-dire que en 1984, on brûle les étapes, mais vous accédez au Parlement européen. Oui. Là aussi, ce mandat européen, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Ah énormément. Parce que les Français connaissent mal. Surtout qu'en 84, oui, c'est les débuts. C'était le tout début du Parlement européen. Moi, j'ai connu l'Europe, si je puis dire, au moment où elle était encore enthousiasmante. Parce que nous n'étions moins nombreux. On était moins nombreux. À l'époque, l'Espagne et le Portugal n'étaient pas encore entrés. J'ai participé, et c'est très émouvant, à la réunion des Cortes qui votaient l'adhésion à l'Union européenne et j'y représentais le Parlement européen dans les tribunes. Donc, j'ai vécu toute cette période où la démocratie triomphait par rapport aux dictatures, où la social-démocratie engrangeait des conquêtes sociales et où on était en droit d'espérer que la construction européenne constituerait un progrès pour l'ensemble des salariés et des peuples. Et puis, donc moi, j'étais très enthousiaste à l'idée de participer à cette construction, de rapprocher. En même temps, c'était l'occasion de voir les grands écarts culturels entre un pays comme la France, qui a une tradition avec un État fort, et un État social qui, une protection sociale organisée, etc. Et puis des pays comme l'Allemagne ou du Nord européen qui fondent essentiellement
leur droit social, sur le compromis social, sur la négociation, la contractualisation, des syndicats forts. Mais je me suis aussi rendu compte qu'on se raconte des histoires en France. On dit les syndicats sont forts en Allemagne, pourquoi pas, ou au nord de l'Europe, pourquoi pas en France? Parce que quand vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas droit aux avancées négociées par le syndicat. Tandis qu'en France, syndiqué ou pas, une fois que une décision est prise, elle devient généralisée. Oui. Donc j'ai vu ces différences culturelles et j'ai pensé qu'on n'arriverait pas à les unifier, qu'il fallait donc travailler à des convergences. Ça m'a beaucoup apporté de comprendre qu'il y avait à la fois des aspirations très très proches et des différences assez lourdes sur, par exemple, l'idée de service public. Puis après, j'ai vu arriver cette grande vague libérale qui a touché le monde, Reagan, Thatcher, etc., et qui a englouti la social-démocratie, il faut bien le dire, avec l'anglais Blair et Gérard Schröder. Voilà, tout ça m'a assez désolée. J'ai vu une Europe qui, au lieu d'être un espace dans la mondialisation, avec les préférences communautaires, avec un modèle social et démocratique singulier, devenait une vaste zone de libre-échange au milieu de cette mondialisation. Oui, perdait peut-être un peu l'esprit des... Et du coup, le projet européen s'éloignait des objectifs sociaux et humains que je... alors, la seule chose moi, j'ai longtemps été à la commission environnement. Ça a beaucoup pesé pour moi, parce que là, pour le coup, je pense que l'Union européenne a secoué le cocotier avant que les États membres, notamment la France, s'y mettent. Et donc, ce rapport avec tous ces autres députés européens, membres de la social-démocratie, ou d'autres, j'imagine que c'était aussi extrêmement formateur, extrêmement passionnant de voir, pour une jeune femme, ou un jeune homme d'ailleurs, c'est bien la même chose, mais... Oui, ça a été très instructif, bien sûr. Oui, je vous dis, j'ai compris beaucoup mieux les choses, et j'ai quand même été assez vite désolée de la manière dont les Français, qu'on dit arrogants, en fait, défendaient mal leur modèle. C'est-à-dire, c'était un paradoxe. Comme on avait l'air très sûr de nous, de notre modèle, on le défendait pas. Du coup, on avait l'air arrogant. Et comme on le défendait pas, les autres ne comprenaient pas la logique qui sous-tendait. Je me rappelle, par exemple, avoir eu des discours, et moi je m'attachais à expliquer pourquoi nous on pensait ça. Je me rappelle avoir eu des débats sur ce qu'on appelle le droit des minorités. Oui. Vous savez qu'en France il n'y a pas de droit spécifique aux minorités. En revanche, tout citoyen a droit de pouvoir respecter sa langue, une langue d'origine. Évidemment, elle ne s'applique pas comme la langue de droit, d'avoir des droits, tous les droits que la République doit garantir à tout le monde sans discrimination. Et quand vous parlez avec des pays de l'Est de l'Europe, même l'Autriche, par exemple, il y avait sur les cartes d'identité autrichiennes la religion. Et moi, je leur disais, ça vous rappelle rien, Juden? Il y a quand même. Surtout en Autriche. Mais ça leur paraissait naturel. Oui, c'est une logique. Et nous, j'expliquais, mais évidemment, chacun a le droit d'avoir sa religion, mais pourquoi la mettre sur une carte d'identité? Alors, un autre sujet qui va être le vôtre, c'est que vous allez être maire d'une ville, et vous avez d'ailleurs écrit un joli livre que j'ai devant moi qui s'appelle Madame le maire. À l'époque, on disait Madame le maire, on dirait aujourd'hui Madame la maire. Oui. Ça c'est encore que ça n'est peut-être pas si secondaire, mais enfin ça n'est pas le sujet. Et pendant 12 ans, vous avez été maire d'Athis-Mons. Alors, c'est quoi être maire d'une ville de l'Île-de-France, ville importante? Ce mandat, tout le monde dit souvent, c'est le plus beau mandat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est un mandat passionnant, épuisant, mais passionnant. Épuisant parce que une ville de banlieue, c'est confronté, d'ailleurs je l'explique dans le livre, à la violence. Alors Athis-Mons, c'est une ville assez équilibrée entre une zone pavillonnaire importante et des quartiers populaires nombreux. Et paradoxalement, c'est aussi très difficile de vérifier que la cohésion de la commune se construit.
car à la fois il y a les problèmes internes à chaque quartier, et puis il y a une forme d'intolérance mutuelle parfois entre ces quartiers. Et le rôle d'un maire, et d'une équipe municipale, c'est évidemment de tout mettre ça en plus en harmonie possible, en cohérence d'ensemble. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup passionnée, c'est évidemment toute la question de l'environnement, puisqu'Athis-Mons a été une des premières villes à faire un agenda 21 local. Ça, c'était aussi mon côté député européen. Oui, j'avais énormément suivi tous ces dossiers environnementaux, et je rongeais mon frein de voir une forme d'inertie française, d'autant plus que la ville d'Athis-Mons s'était confrontée au risque d'inondation de la Seine et de l'Orge, à la pollution liée à Orly, au fait qu'elle est traversée par la route nationale 7, qui est à fort débit de voitures, et en même temps que c'est une ville qui avait un poumon vert considérable, etc. Donc c'était passionnant. Et puis j'ai beaucoup cru et je crois toujours beaucoup à la démocratie locale, qui est quand même très intéressant de voir comment les citoyens sont prêts ou pas prêts parfois à s'impliquer dans la vie locale. Donc oui, c'est un mandat très très intéressant, très prenant, parce que j'étais en plus maman de jeunes enfants, pas toujours facile pour eux. J'imagine. Parce qu'on a un agenda un peu serré, l'agenda, un peu et puis chargé, le regard quand il y a une élection. Moi, mon fils, il comprenait pas, mais maman, il y a des gens qui vont pas voter pour toi. Donc, je dis, mais oui, mon pauvre petit, on n'est pas élu. Toujours difficile. On n'est pas élu à 100%. Il y a des gens qui disent du mal de moi parce que par ailleurs ils sont pas d'accord. Et bon, il y a des choses qu'il faut un peu assumer pour les petits. C'est pas toujours simple. Ma vie de ministre du Logement, aujourd'hui Marie-Noëlle Lienemann, deuxième partie, Madame la ministre. Vous avez été aussi, à cette époque-là, député de l'Essonne. Vous étiez donc député maire. C'était l'époque où le cumul des mandats était encore possible. Mais arrive 1992 et Pierre Bérégovoy, Premier ministre, et François Mitterrand, le président de la République, vous appellent au poste du logement. Oui. Et au cadre de vie. Qu'est-ce que ça fait quand, dans une famille de tradition républicaine, dans le contexte que vous venez de nous expliquer, on vous téléphone, j'imagine, et on vous dit que vous allez être ministre? Il doit y avoir quand même un moment de évidemment, un énorme honneur. Mais alors, vous voyez, paradoxalement, moi, la première chose qui m'a préoccupée, c'est qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement être à la hauteur, être utile, vraiment réussir. Parce que bon, l'honneur, quelque part, j'étais d'une famille où on n'attachait pas énormément d'importance à la gloriole, si je puis dire. Ma grand-mère avait refusé, elle avait pas refusé la croix de la Résistance, elle avait refusé la Légion d'honneur parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de gens qui avaient été collabos qui l'avaient eu. Donc, vous voyez, c'est pour elle, il y a des choses qui, comme ça, bon, oui, l'honneur, le pincement au cœur. Ça fait quand même un petit quelque chose, j'imagine, le premier conseil des ministres. C'est plutôt le premier conseil des ministres que le coup de téléphone. Et puis très vite, c'est comment je vais faire, comment je vais être utile, et vais-je être à la hauteur. Alors ces questions de logement, j'étais évidemment confrontée comme maire, mais je l'avais été déjà comme conseillère générale de Massy, puisque on ne se rappelle pas, j'ai vécu l'avant-décentralisation. Et le grand ensemble de Massy n'était pas géré par la commune. Elle était gérée par une société d'économie mixte dans laquelle la ville d'Antony et la ville de Massy, puisque à l'époque j'étais à Massy, étaient représentées. Donc je siégeais à cette société d'économie mixte et j'y voyais à la fois les problèmes de logement, la manière dont ces grands ensembles commençaient déjà à peine finis à rencontrer des difficultés. Du coup, j'avais été d'ailleurs membre d'une amicale de locataires quand j'habitais Massy, puisque j'y suis arrivée en 67. Donc, je connaissais ces problèmes de logement à travers ma pratique d'élu et à travers cette expérience de locataire. Est-ce que vous avez donc un souhait, un désir, un programme, je sais pas si c'est le mot. Non, au début, quand Pierre Bérégovoy m'a eu au téléphone, il m'a dit, Marie-Noëlle, nous allons te faire entrer au gouvernement. Alors, j'avais rencontré François Mitterrand une quinzaine de jours avant. On avait plutôt parlé de politique générale. Il n'y en avait pas. Vous étiez plutôt de l'aile gauche du Parti socialiste déjà. Exactement. J'étais même franchement de l'aile gauche. Et donc, on avait longuement discuté avec François Mitterrand sur plein de choses, l'Europe, pas du tout du logement. Et Pierre Bérégovoy. C'était comment discuter avec François Mitterrand? C'était
C'était passionnant. En même temps, il était très impressionnant. Mais coup de chance, comme moi, j'étais depuis 71 au PS, j'étais moins impressionnée que les autres parce que je faisais partie. J'allais dire des meubles. Ils me connaissaient. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas la petite jeune qui arrive, qui voit François Mitterrand. J'avais été des combats parfois contre lui à l'intérieur du PS. Donc, si je me souviens bien aussi. Voilà. Oui. Donc à partir de là, j'avais avec lui pas a priori un complexe d'être la timide Violette, qu'ose rien dire. En même temps, il était très impressionnant, notamment dans le tête-à-tête, parce qu'il avait cette capacité à vous donner le sentiment qu'il y avait que vous au monde qui parliez avec lui. Donc c'était évidemment très très prenant et puis très profond. Les débats qu'on a eus par exemple sur l'Europe, sur la réunification de l'Allemagne, c'était la période tout ça, sur Maastricht que je voyais venir en lui disant que ça allait être un énorme problème pour nous. Bon bref, on a eu le temps c'était passionnant. Et vous aviez l'impression que c'était peut-être un test, ce genre d'entretien? Oui, enfin, il me connaissait, mais il voulait savoir où j'en étais. En particulier, à un moment, il me dit, alors, votre ami Michel Rocard, j'ai bien senti qu'il avait repéré que j'avais pris des distances avec lui. Ce qui n'était pas forcément un mal pour lui. Mais qui, quand même, il voulait voir. Donc, en tout cas, quand Pierre Bérégovoy me propose d'être ministre, évidemment, inutile de vous dire qu'on refuse pas. Non. Il me demande quels sont les sujets qui m'intéressent. Je commence à lui dire l'environnement. Et il me dit, je crois que c'est déjà pris. C'était Ségolène Royal qui était, elle, à l'Élysée, chargée de l'environnement. Et puis, je lui dis, écoute, logement, cadre de vie, la ville, ce que je connais le mieux, c'est quand même ça. Et voilà comment je suis devenue ministre chargée de la ville. Et donc, pas de programme. Pas de la ville, pas parce que du logement et au cadre de vie. Donc, pas vraiment de programme, mais des ambitions, des volontés tout de suite. Honnêtement, j'avais pas immédiatement des idées très claires. Donc, il faut faire un cabinet d'abord. Il faut faire d'abord un cabinet. Voilà. Donc là, moi, la première chose que j'ai faite, c'était d'éviter de prendre tous les gens déjà installés, qui vous répètent 1500 fois la même chose. Oui, j'avais pris un directeur de cabinet qui venait de la culture, mais qui était, dont je savais qu'on avait beaucoup de convergence sur le fond avec lui. Ce qui est mieux. Et qu'il avait un esprit diplomate un peu plus affiché que le mien. Oui, parce que moi j'ai des souvenirs de l'époque, je suis un vieillard, et donc je me souviens qu'à l'époque vous aviez une image assez punchy. Mais j'ai toujours été ça. Oui. Alors paradoxalement, mais ça c'est difficile à faire passer comme message. Le fait d'être passé au Parlement européen, moi j'ai beaucoup fait de la conciliation au Parlement européen. Quand j'avais des rapports, fallait que je mette d'accord tout le monde, alors de tous les pays, tous les groupes. Bon. Oui, c'est compliqué. Et mes collègues étaient toujours étonnés de voir que j'étais à la fois passionnariat sur le fond et très capable d'aboutir à un compromis. Alors c'est l'idée d'être, quand on est élu local, il faut aussi faire des compromis. Parce que pour moi, le compromis n'est pas une honte, à condition qu'on ait poussé jusqu'au bout tout ce qu'on pouvait dans ses convictions. Après, on peut pas imposer à tout le monde. Bon. Et moi, j'avais ce côté... C'est ce qu'on appelle la démocratie, au fond. Voilà, c'est-à-dire, j'avais ce côté très déterminé, mais bon, au bout du compte, il faut quand même que la majorité soit d'accord, il faut qu'on avance, etc. Donc, en tout cas, j'avais fait donc ce cabinet, mais j'arrive dans une période très, très singulière. Assez complexe. Premièrement, une crise immobilière considérable. Oui. Bon. Donc première des choses, moi je me dis je vais pas tout régler de la crise immobilière, d'autant plus que beaucoup étaient pilotés par Bercy. Et oui, on en reparlera. Donc j'axe mes efforts sur le logement social. Je me dis ça quand même en un an, on doit pouvoir aider la production de logement social. Ce que j'arriverai à faire, puisque l'année qui suit, j'aurais toujours été un ministre de la relance du logement social, forte relance du logement social. Donc et je m'attaque dès à présent déjà à une autre chose que je vois très puissante, qui est la montée des marchands de biens. Et de l'habitat insalubre, de la spéculation, etc. Aussi. Mais manque de chance, le délai législatif pour arriver à faire ça fait que toute une partie de mes décisions sont des cavaliers budgétaires retoqués par le Conseil constitutionnel. Parce que j'y suis un an dans une année où tout le monde sait qu'on va être battu. Oui. Ça, même franchement, il fallait être complètement nul pour ne pas se rendre compte de ça. Oui. Ce qui fait d'ailleurs que dans certains cas, comme par exemple quand j'ai fait contrôler
les HLM de Paris, que personne avant moi osait toucher, etc. Quand je fais contrôler les HLM de Paris, je vois une inertie administrative remarquable. Ben oui, en se disant peut-être préservons l'avenir. Voilà. Alors donc je pousse parce que quand même j'intime, l'administration doit appliquer quand même. Bon, mais bon, ça arrivera évidemment très tard. Et de toute façon, j'avais pas trop l'intention d'en faire un brûlot. D'un brûlot politique de cela, mais je ne voulais pas être passé sans avoir essayé de remettre les pendules à l'heure dans les organismes. D'autant plus qu'à ce moment-là, on vote une loi contre la corruption dans lequel toute une série de dispositifs qu'il y avait dans les organismes de logements sociaux ont été modifiés pour éviter les tentations et parfois les passages à l'acte de la truc. Et inutile de vous dire que je me suis pas toujours fait des amis dans ce genre de décision, mais ça ne m'était assez peu, pour moi, pas important. Voilà. Donc, cette première année était assez difficile pour moi. J'ai aussi tenté de relancer, parce que ça va nous ramener au COP HLM, les fameux PAP, l'accession sociale à la propriété, que déjà, le ministère des Finances voulait supprimer. Dans le viseur, bien parce sûr. Que le ministère des Finances considère que l'accession à la propriété n'a pas besoin d'aide pour les couches populaires, que si elles n'ont pas les moyens, elles n'ont qu'à rester locataires. Et que moi, je pense que pour une partie de nos concitoyens, c'est une aspiration de progression sociale. Pas tous, il y a des gens qui ont envie de rester locataires, très bien. C'est bien leur droit. Que ça contribue à une certaine fluidité aussi du parc HLM. Et donc, j'ai relancé les fameux PAP, qui étaient les prêts d'accession à la propriété. Donc, bon, cette année passe relativement vite. J'imagine que quand on est ministre, on a... D'autant plus que dès que vous êtes au mois de janvier, là déjà, votre capacité de faire bouger quelque chose tend vers zéro. Oui. Surtout quand chacun sait un peu que, a priori, le résultat des élections qui viennent sera mauvais, et il n'y aura pas de surprise en l'occurrence, puisque effectivement, vous quittez en 1993 vos fonctions. Alors on va aller vite puisqu'on va passer jusqu'en 2001. Là, c'est 8 ans plus tard, mais vous avez entre-temps, bien entendu, continué vos mandats que nous évoquions tout à l'heure. Mais vous voici pour la deuxième fois appelé, cette fois-ci par Lionel Jospin et avec Jacques Chirac, président de la République, comme secrétaire d'État au logement. Alors là, comment ça se passe dans un gouvernement de cohabitation? Est-ce que l'ambiance est la même? Est-ce qu'elle est très différente? Comment ça se passait? C'est difficile à dire parce que, comme je vous disais, j'étais à la fin du deuxième septennat de François Mitterrand et de la gauche, c'était crépusculaire en 92-93. Hein. Alors là, j'arrive pas du tout dans la même configuration. On n'imagine pas Lionel Jospin battu, on n'est pas sûr qu'il va être élu, mais enfin, il n'y a pas de défaite annoncée. Donc, on est dans une année où il faut marquer les points, avancer, préparer l'avenir, donc beaucoup plus optimiste, beaucoup plus proactif. Et moi, je me suis beaucoup mieux outillée. Je suis déjà dans le mouvement HLM, je connais bien. Je n'ai pas lâché prise dans tous ces dossiers de logement. J'ai présidé le Conseil national de l'habitat, donc je me sens totalement prête. Et à la différence de la fois dernière, j'ai en tête un certain nombre d'axes que je souhaite mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que parfois, certains de vos prédécesseurs ou successeurs et successeuses m'ont dit, au fond, quand on connaît bien un sujet, c'est pas forcément une raison pour être nommé ministre. Mais c'est vrai, parce que le risque, c'est de connaître les obstacles et de penser qu'ils sont infranchissables. Voilà. Et donc, c'est un dosage. Heureusement, je suis quand même une volontariste de première bourre. Il me semble. Et par ailleurs, comme je viens de l'aile gauche, je me sens poussée de faire la preuve que les idées que je défends peuvent rentrer dans les faits. Parce que vos rapports avec Lionel Jospin, ils sont compliqués, mes rapports avec Lionel Jospin. Quand il m'appelle au gouvernement, il me dit, Marie-Noël, alors vous connaissez aussi depuis très longtemps. Ah ben oui, j'ai adhéré avant lui quasiment. Enfin, je l'ai vu venir. En plus, bon bref, je le connais très bien. Alors il me dit. Je sens quand même qu'il choisit des gens de l'aile gauche.
parce qu'il veut rassembler tout le monde derrière sa candidature. Il y a déjà Jean-Luc Mélenchon. Et moi, ça consolide. Qui à l'époque, tu as la formation professionnelle. Voilà, oui, c'est ça, l'enseignement professionnel. Pardon. Et là, il me dit, Marie-Noëlle, je t'ai choisi parce que tout de suite prudent, il se dit, ça y est, elle va vouloir. Je t'ai choisi parce que tes compétences techniques font que tu es capable de tout de suite intervenir, etc. Et que je sais que tu feras bien cette tâche. L'air de dire, fais pas trop de politique. Oui, faisons du technique. Ce qui, bon, j'ai bien entendu, mais ne m'a pas totalement bridé. En même temps, il faut pas aller au-delà de ce que vous avez comme mandat. Donc oui, j'arrive à ce moment-là et je prends tout de suite le taureau par les cornes sur un certain nombre de sujets que je considère urgents. La relance de la construction de logements sociaux, on était quand même arrivé à 46 000 logements sociaux par an. La gauche au pouvoir. Moi, je pétais mes boulons à chaque fois. Oui. Donc, on remonte autour de 100 000, je crois. Enfin, je sais plus le chiffre, mais 98 ou 100 000, grâce au plan de relance que nous engageons. Je prends la mesure parce que justement j'ai été maire d'Athis-Mons où j'ai fait beaucoup de rénovation urbaine, qu'il faut changer de braquet. Et je prends cette formule, il faut casser les ghettos. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tout raser, mais l'effet de ghettoisation. Donc, il faut engager un renouvellement urbain profond avec des démolitions, des reconstructions. Je commence à mettre en place les premiers financements pour les reconstructions, démolitions. Ce qui seront des sujets qui vont être développés ensuite. Voilà. Je signe la première convention avec Action Logement qui préfigurera l'ANRU, c'est-à-dire où Action Logement va mettre de l'argent pour ces renouvellements urbains, que Jean-Louis Borloo transformera ensuite en agence spécifique, mais on avait quand même des bribes déjà un démarrage financier et technique qui s'engageait, en lien d'ailleurs avec Claude Barthelone, qui était à l'époque ministre de la Ville. Je travaille beaucoup sur l'habitat indigne, parce que ça, au Conseil national de l'habitat, j'avais travaillé sur la question du fameux décret sur qu'est-ce que c'est qu'un logement, pas seulement insalubre, mais indigne. Et on voit d'ailleurs les choses aujourd'hui, à quel point c'est important. Je mets aussi très vite en mouvement l'idée d'une garantie universelle des loyers, sachant que je ne pourrais pas la mettre en œuvre en un an. Mais un rapport est fait, très détaillé, qui montre qu'on pourrait faire une forme de sécurité sociale sur le risque d'impayé de logement. Et je reste convaincue que c'est une des grandes avancées qu'il faudrait faire pour à la fois sécuriser les propriétaires qui sont sûrs de toucher leur loyer ou de ne pas se retrouver avec des gens qui partent en ayant tout cassé, et d'autre part, la garantie... Il y a eu beaucoup de tentatives, mais... Voilà, pour une raison simple, c'est que les assurances privées ne sont pas favorables à tout ce qui est la mutualisation des risques. Alors, vous avez d'un côté Visal, de l'autre, mais en réalité, pour moi, ça devrait être une forme de couverture universelle dont le débours, c'est-à-dire le coût annuel, n'est pas énorme, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au bout d'un an ou deux ou trois, on récupère l'essentiel, ou alors on a mis en place des systèmes d'aide sociale qui s'imposent quand les gens sont complètement dans l'incapacité de payer. Et qu'au contraire, ce mécanisme aurait l'avantage de déclencher plus vite les mécanismes sociaux et de mieux recouvrir les dettes des mauvais payeurs, parce que quand c'est le fisc qui s'en occupe, inutile de vous dire, ils savent trouver l'argent, heureusement. Donc, tout ça pour vous dire que ça, c'était le troisième axe. Et le dernier axe, que c'était la question environnementale. J'ai fait un plan habitat développement durable dans lequel on prévoyait la montée du solaire, toute une série ce qui n'était pas encore des la sujets, RT 2000. Et d'ailleurs, dès 92, j'avais créé les rendez-vous de l'Arche sur quelle vision la France a en matière de logement et d'urbanisme du développement durable. Oui, parce qu'à l'époque, le ministère du Logement était à l'Arche de la Défense, Exactement. Même dans un des petits plots qui étaient en bas. Ah oui, c'était plot H, bonjour. C'était vraiment, je m'en souviens. Et donc, tout ça pour vous dire que ces questions environnementales, je l'ai beaucoup portées. D'ailleurs, j'avais signé très tôt un truc sur la filière bois, il y a encore énormément à faire. Et voilà, donc je crois avoir quand même fait des choses qui poussaient un peu vers des perspectives d'avenir. Et on espérait que le mandat suivant de Lionel Jospin permettrait de conclure... Ce ne fut pas le cas, mais c'est une autre histoire. Ma vie de ministre du Logement, aujourd'hui Marie-Noëlle Lienemann. Troisième partie,
le bilan de fin de mandat et l'après-ministère. Qu'est-ce que vous retenez de cette action en tant que ministre? J'allais dire là, d'abord sur le plan personnel, c'est-à-dire est-ce que vous avez aimé être ministre? J'ai aimé mon deuxième mandat, le premier aussi, mais je me suis sentie tellement bridée dans des situations politiques différentes. Le second mandat, oui, j'ai eu le sentiment de pouvoir faire avancer des causes. Le logement social a été beaucoup plus développé. J'ai relancé un peu de l'accession à la propriété avec des primes d'accession très sociale. Oui, j'ai eu le sentiment de faire des choses qui pesaient et j'aimais bien faire cela. J'aimais aussi beaucoup ce contact avec les territoires parce qu'à la différence de beaucoup de mes collègues, je pense qu'il se fait beaucoup de choses dans les territoires et que en tant qu'élu local, vous étiez voilà, aussi, autant je pense que l'État est indispensable, autant je pense qu'on ne sait pas bien coordonner en France l'intervention de l'État et l'initiative locale. Il faut que l'État soit garant d'égalité républicaine, par exemple comme dans la loi SRU, du fait que chacun doit faire son devoir et d'ailleurs ne mollisse pas quand les gens ne le font pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'autre part qu'on soit en situation de ne pas être tatillon sur est-ce qu'on met à gauche, à droite, un machin, faire 25 contrôles de dossiers a posteriori, au lieu de s'occuper de savoir si les objectifs sont réellement atteints. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette action ministérielle, c'est-à-dire là, cette fois-ci, pour l'action politique, sachant que vous étiez un peu représentant d'un courant un peu minoritaire dans oui, le parti, alors, premièrement, dans ce gouvernement. Moi qui aime l'État, je me désole de voir à la fois son affaiblissement et d'autre part sa technocratisation. D'abord, j'ai vu un affaiblissement considérable de la DHUP, enfin de la direction du logement. Ils sont devenus obsessionnels des dispositifs financiers, techniques, machin. Vous aviez l'impression qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui? Ben non, mais on aurait pu, parce qu'il y a 20 ans, on sortait à peine de la décentralisation. Donc on pouvait se dire c'est des vieilles réminiscences. Ben ils n'ont pas du tout bien absorbé la décentralisation parce que ils se sont raidis dans un rôle de surveillant général, de serrage de vis financier, d'invention de dispositifs la plupart du temps complètement décalés. Et moi je rêvais d'un État qui coordonne, anime, garantit que les objectifs sont atteints, redéfinit une forme de planification souple mais quand même nette. Bref, j'étais désolée de voir cet État impuissant. Enfin, il y a des fois, mais d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans les histoires de logistique, mais dès 92, quand il y a les Maliens de Vincennes qu'on décide d'évacuer le camp, parce que c'était en plein hiver, il y avait des risques, ils sont même pas foutus de trouver des matelas. Et ils m'appellent, je leur dis mais des ventes de matelas, il y en a sur la N6, la N6 surtout. Vous allez voir, c'est des solderies partout. Oui, mais on peut pas parce qu'on n'a pas les bons de commande et machin, etc. Et donc je leur dis trouvez une association qui va acheter, puis on va subventionner. Mais des trucs, mais complètement dingos quoi. On a un État qui mérite une profonde et il faut pas moins d'État. Il faut vraiment le repenser. Organiser mieux. Bon. À propos d'État, qu'est-ce que vous pensez du rapport avec le ministère des Finances? Parce que souvent, alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Tous les ministres du logement vont vous le dire. Le ministère des Finances, aujourd'hui, c'est quand même l'ennemi. C'est l'adversaire. C'est oui, parce que d'une certaine façon, d'abord parce que il n'a pas une vision très long terme. Et il a une vision purement financière, sans voir les coûts sociaux induits des âneries et des arbitrages. Moi, d'ailleurs, de ce point de vue, je remercie Florence Parly, qui était ministre, chargée du budget. À l'époque. Elle m'a toujours dit, Marie-Noëlle, si tu restes dans ton enveloppe et que ton enveloppe ne nous embarque pas sur des dépenses folles pour l'avenir, fais tes arbitrages, présente-les-moi et a priori, je les soutiendrai. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais le ministère du Logement de Bercy était foudrage sur un certain nombre d'arbitrages. Bon. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont l'élite de la nation et qu'ils savent mieux quels sont les besoins à long terme. Et eux, ils seraient garants du long terme. C'est-à-dire, en fait, le long terme pour eux, c'est d'éviter qu'on aille loin, qu'on prévoit des dépenses dans la durée, même si parfois elles créent des recettes. Je vous rappelle que le ministère du Logement, contrairement à ce qu'on dit, il y a plus de recettes qui viennent avec toutes les fiscalités induites qu'il n'y a de dépenses. Mais ça, ils veulent jamais l'admettre. Non, puisque pour eux, c'est vraiment fondamentalement un sujet de dépenses. Et puis parce que ils ont été très imbibés par le libéralisme. Ils sont imbibés par le libéralisme.
Or, dans le secteur du logement, on est pour le marché, enfin, on peut pas vivre sans le marché, sans etc. Mais on sent bien qu'il faut le réguler, on sent bien qu'il faut qu'il y ait une part qui soit plus gérée par l'intérêt public hors marché et une part du marché. C'est cette articulation-là qui doit permettre de répondre aux besoins des Français. Mais eux, non. Bon, je vous disais l'accession à la propriété, ils n'ont de cesse de tuer toutes les aides. Bilan des courses. Le taux de propriétaires en France ne cesse de s'accroître et le nombre d'accédants modestes à la propriété ne cesse de baisser par rapport aux années 60, 70, 80. Est-ce que vous pensez que ça constitue la cohésion nationale? Les riches de plus en plus propriétaires, les pauvres de moins en moins. Enfin, quand je dis les pauvres, les moyens, parce qu'évidemment, les très pauvres peuvent pas facilement être propriétaires. Donc, et tout ça, ils s'en moquent. D'où ma proposition, qui est de faire un grand ministère du logement et de l'immobilier, où on enlèverait à Bercy tout le volet de l'immobilier. Parce que c'est d'autant plus important que pourquoi on est de plus en plus en colère, c'est que le financement du logement est de moins en moins en aide directe. C'est d'ailleurs un énorme problème dans le pays. On fait de moins en moins d'aide directe, on fait de plus en plus de prêts ou d'avantages fiscaux qui s'étalent dans la longue durée. Tout ça pour avoir l'air d'être indolore à l'instant T, alors que ça coûte plus cher quand vous faites le bilan au bout de 10 ans. Donc, et ça, évidemment, dès que vous êtes fiscalité ou vous êtes prêt, etc., c'est Bercy, c'est le Trésor, c'est le budget. Donc, de plus en plus, le ministère du Logement a une peau de chagrin. Il fait du réglementaire, il signe des conventions, mais l'essentiel de l'argent maintenant, c'est Action Logement. Bon, c'était pas le cas quand j'y étais, mais c'est Action Logement. Donc, bon, bref, quoi. Et Bercy est arrivé à ses fins. Hein. Vous savez que vous le regrettez. J'entends oui, bien. Et surtout, non seulement je regrette, mais je regrette que les premiers ministres, les présidents de la République, n'aient pas fait de cette question qui est quand même fondamentale pour les Français, le droit au logement pour tous, et pour le projet républicain, comment expliquer aux jeunes générations qu'un pays développé, qui prétend être la République, donc garantir les droits fondamentaux, soit pas capable de faire le droit au logement? C'est pas la concurrence mondiale qui nous empêche. Justement, est-ce que vous croyez que l'action du ministre du Logement, elle est quand même n'est-elle pas conditionnée par le soutien que le ou la ministre a soit auprès du chef de l'État, du président de la République, du Premier ministre. Bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a quand même un grand lien. Bien sûr, c'est très très important. Mais surtout, comment dire, c'est à la fois important pour les arbitrages, mais qu'est-ce que vous n'allez pas voir le président de la République ou le Premier ministre tous les quarts d'heure? C'est sûr. Et donc, c'est aussi très important de modifier la structure administrative immobilier logement pour que ces gens-là pensent ensemble à l'objectif pour les Français. Vous savez qu'on est un des pays où les prix du foncier ont le plus augmenté. Alors on dit les Français sont plus riches que les Allemands. Pourquoi? Ça paraît étonnant, hein. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier est plus important. Donc quand vous regardez, vous avez l'impression d'être plus riche. Mais en réalité, on a stocké de la rente foncière qui n'est pas productive, qui ne donne pas de pouvoir d'achat, qui au contraire obère le pouvoir d'achat parce que les dépenses de logement des Français. Mais ce sujet de la rente foncière, on sent bien que l'actuel président de la République y est assez hostile. Il estime à la rente foncière, oui, mais il ne s'y attaque pas. C'est-à-dire, pour s'attaquer à la rente foncière, ce qui est, je reconnais, une œuvre de longue haleine. C'est pas facile. Parce que vous n'avez pas du jour au lendemain faire tomber les prix pour que ça serait pas possible. Ça ferait en catastrophe. Donc, ce qu'il faut, c'est, dans certains cas, permettre cette baisse, dans d'autres cas, éviter la hausse. Et c'est un travail de longue haleine, mais qu'il faut engager vite. La première des choses, c'est d'abord de réguler les prix des loyers. Parce que, évidemment, plus vous savez qu'en sortie, les loyers ne peuvent pas être élevés, moins vous chargez la mule quand vous achetez un bien immobilier ou un terrain vide. Deuxièmement, sur la fiscalité elle-même, elle doit beaucoup plus taxer la spéculation immobilière. Et le troisième volet, c'est sans doute de se redonner des capacités publiques de réserve foncière. Alors, plus c'est bâti, plus c'est difficile. Mais les offices fonciers solidaires, par exemple, sont une piste. Je pense aussi qu'il faut qu'on oblige dans toute opération d'aménagement une part de logement social importante.
Quand vous ça pensez, serait l'équivalent de la loi SRU, mais sur les opérations d'aménagement. Plutôt, oui, avec ça pourrait. quota. En plus Oui. de ça, Ouais. mais plutôt un peu ce qu'avait fait Rocard au début. Vous savez, Ouais. quand il avait proposé que quand on construisait des bureaux, il fallait construire des logements. Oui. Je pense que dans les grandes agglomérations, il faut penser à cette manière d'être sûr que le foncier va pas être capté que par les bureaux ou par le standing. Est-ce que vous croyez pas que d'ailleurs que l'actuelle crise épidémique va un peu favoriser cela? Parce que j'ai Je l'impression l'espère. Oui. Je l'espère, sachant quand même que dans l'histoire, s'il n'y a pas d'intervention publique, les prix baissent d'abord et remontent au niveau d'après. Hein. Donc, j'espère qu'il y a une tendance à considérer que, mais comme on veut réduire, à juste titre, l'empreinte carbone et l'empreinte sur les territoires, cette rareté du foncier, qui va être quand même beaucoup plus évidente, va faire augmenter les prix. Donc, si vous ne voulez pas qu'ils augmentent, il faut prendre des mesures qui conjurent cette augmentation. Donc, à la fois sur la fiscalité, mais aussi pour obliger à ce que la mixité sociale s'opère, qui est dans les opérations d'aménagement de logement social. Quand vous pensez qu'autour des gares de Paris, les fameux contrats autour des gares, où il y avait des ambitions logement, notamment le logement social, qui avaient été affichées. Et ben, quand on regarde maintenant ce qui est signé, il y a plus de mètres carrés de bureaux et il y a beaucoup, beaucoup moins de logements sociaux. Alors qu'on aurait besoin de ces logements si on veut desserrer dans certains quartiers. On a besoin que le logement social soit partout et encore plus pour tous ces travailleurs indispensables proches des gares. Là, vous parlez des gares du Grand Paris, notamment. Mais vous avez des mécanismes assez similaires ailleurs dans toutes les métropoles. Hein. Donc là, c'est vraiment une grande affaire de ce qui est aujourd'hui devant nous comme enjeu. On sent bien d'ailleurs que vous êtes toujours aussi punchy et que vous êtes toujours aussi accro au logement, puisque oui, absolument. Voilà, vous êtes d'ailleurs toujours président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette fédération, de cette fédération, sachant aujourd'hui que la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe donc l'ensemble Emmanuelle Cos, du monde vient de notre fédération. Voilà, absolument, et que c'est aussi une femme. Absolument. Donc, parlons un peu des sociétés coopératives d'HLM. Alors, d'abord, il faut vous dire que quand je vous ai décrit mon parcours, j'ai oublié de vous dire que j'ai toujours eu, bien que j'étais une républicaine qui croit en l'État, Belfortin, vous savez, on est quand même assez centralisateur, on était rattaché au pouvoir central, etc. J'ai toujours cru au mouvement coopératif et à l'économie sociale, notamment mutualiste coopérative, parce que je pense que l'État a besoin ne peut pas tout et ne doit pas tout, et que le collectif, l'intérêt général, peut être porté dans certains cas par justement des coopératives, des mutuelles. J'étais d'une culture qu'on appelait autogestionnaire et j'en garde beaucoup de racines. Donc j'ai toujours cru à cela. Et dans le secteur du logement, j'avais toujours été très impressionnée parce qu'il y en avait à Massy où j'habitais par les castors qui s'étaient regroupés, qui avaient construit entre eux d'ailleurs une jolie petite cité très belle, très sympa, etc. Et j'avais trouvé que c'était très bien parce qu'à la fois ça avait permis à des gens modestes d'accéder, d'avoir un logement, d'y accéder, et par ailleurs de créer de la vie de quartier, de la solidarité, etc. Donc quand je quitte le gouvernement, la fédération des COP HLM avec lequel j'ai travaillé en 92, 93, me dit, Marie-Noëlle, est-ce que tu as envie de t'engager dans notre fédération, etc. Et moi, je suis d'autant plus prête à le faire que, comme je vous l'ai dit, je pense que le locatif social, qui est un énorme besoin, a besoin de son complément de l'accession sociale à la propriété. Donc, j'adhère à cette fédération qui est pour le coup, très marquée par cette idée de l'accession, notamment parce que les pouvoirs publics lui avaient enlevé pendant un moment les compétences locatives, ce qu'on a récupéré, etc. Et donc, et cette fédération a beaucoup... Elle est quand même minoritaire dans ce monde HLM. Oui, bien sûr, elle est minoritaire dans ce monde HLM, mais elle joue un rôle d'innovation, parfois d'être un peu en avance, en tout cas sur un certain nombre de sujets, notamment ceux qui sont sur l'accession à la propriété, avec nos amis de Procivis. Par exemple, nous avons été les premiers à créer la sécurisation dans l'accession sociale à la propriété. C'est-à-dire que quand les gens accèdent, ils ont une assurance que la revente de leurs biens ne sera pas à perte. On a eu tellement cet exemple dans l'accession sociale que deuxièmement, s'ils ont des problèmes, et qu'ils doivent abandonner leur accession,
ils seront relogés. Et vous savez que les ruptures d'accession sont plus souvent, en tout cas jusqu'à présent, des divorces que des problèmes de chômage. Hein. Donc là, on reloge la famille, etc. Dans certains cas même, on achète le bien pour transformer la personne en locataire. Donc une sécurisation, parce qu'on ne peut pas, dans les catégories populaires, les envoyer dos au mur sur des engagements de long terme. La deuxième chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, on a été très tôt à travailler sur l'environnement. Hein, on a travaillé avec les architectes sur l'accession avec des qualités environnementales importantes, mais abordables. C'est toujours l'enjeu. Troisièmement, on a beaucoup poussé l'habitat participatif. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait parce que quand on est coopérateur, on est quand même pour que les gens participent. Donc on s'est dit, cet habitat participatif, il n'arrive pas à émerger en France, il existe dans plein de pays, pourquoi pas chez nous, etc. Et quand Cécile Duflot a souhaité le développer, on s'est rendu compte que les initiatives prises par les habitants arrivaient rarement au bout. Et pourquoi? Parce que il faut des professionnels, parce que c'est long, parce qu'il faut du portage financier, enfin etc. Faut de l'engagement un peu. Et voilà, donc nos coopératives ont été très 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 mobilisées sur l'habitat coopératif, au point même que certaines d'entre elles font maintenant quasiment des opérations systématiquement d'habitat participatif. Parce qu'il y a deux façons de faire de l'habitat participatif, surtout quand on veut de la mixité sociale. La première, c'est on prend les gens qui sont déjà motivés, on les réunit, ils font ensemble leur projet. Mais d'abord, en cours de route, ils abandonnent, machin. Donc, deuxièmement, on s'est dit, finalement, et si on disait, quand il y a une opération, si on faisait un appel à candidature de gens prêts à s'engager dans une démarche participative. Et en fait, on fait ça, et on découvre des tas de gens d'horizons très différents, divers, oui, qui sont prêts à s'engager là-dessus. Et on construit le modèle à partir de notre coopérative, aussi en fonction des ressources de chacun. On réussit cette mixité sociale et des opérations avec des jardins partagés. Les gens ont réfléchi à la manière dont ils voulaient que ce soit leur appartement, leur maison, avec plein de choses coopératives, si je puis dire. Ça, c'est le deuxième volet. Un autre volet. Le troisième volet, et on était assez peu nombreux engagés dans le mouvement HLM à faire ça. Ça se développe un peu, mais on continue à le faire. Et le troisième volet, ça a été les fameux offices fonciers solidaires et les fameux BRS. BRS paille solidaire. C'est ça. Donc, nous, très tôt, on s'est rendu compte que les prix du foncier obéraient les capacités d'accéder à la propriété de gens modestes. Il y avait eu déjà une idée avec le pass foncier lancé par Action Logement que nous avions trouvé très intéressante. Et on s'est dit, à l'étranger, ils arrivent à faire ce décrochage entre le foncier et le bâti. Et donc, on a été voir les Belges, là. Il s'est créé un mouvement européen de gens qui s'intéressaient à ça. On y a participé. La ministre Duflot était très sensible, elle aussi, à ce sujet. Et nous avons été parmi les acteurs HLM qui ont travaillé pour faire émerger la loi sur les OFS et les BRS, en particulier pour éviter la spéculation, à la fois la dissociation, mais aussi surtout la spéculation en cas de revente. Voilà. Et le maintien du fait que ce qui est construit sert à des foyers qui sont propriétaires occupants. Parce que nous, on voyait bien qu'en dépit de nos clauses antispéculatives, on a, par exemple, dans une ville comme Saint-Malo, on avait des gens qui avaient accédé à la propriété, et puis dès qu'ils revendaient, non seulement ils faisaient mais la clause spéculative durait 5-10 ans, mais au bout d'un moment, la plus-value existait, et arrivaient des résidences secondaires. Là où ce qui n'était pas l'objectif. Là où la collectivité fait des efforts pour que des salariés, des gens qui vivent sur place puissent s'y installer. Donc là, je crois qu'on a fait œuvre utile, ça marche bien, on continue à faire tout cela. Alors maintenant, on a de plus en plus de grandes structures locatives qui rejoignent notre fédération, à la fois parce qu'ils partagent nos valeurs, ce côté un petit peu agile, innovant, et puis parce qu'il y a une attente justement d'impliquer davantage les collectivités locales à travers les SIC et les habitants dans le fait coopératif. Marie-Noëlle Lienemann, je trouve que c'est une conclusion formidable parce que
on voit bien qu'une fois qu'on a été ministre du logement, eh bien le être accro au logement, comme vous le disiez dans votre livre il y a quelques années, eh ben ça reste vrai, et ça reste vrai notamment pour vous. Merci. Merci. Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gecina, première foncière de bureaux en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.